on s'attaque à la suite des questions proposées de l'examen de médecine. Donc c'est les questionnaires de juillet et septembre 2018. Il y a 30 questions au total. Et donc ici on rentre plutôt dans de la matière vue en cinquième. Je crois qu'on aurait pu répondre en quatrième. Alors on a une équation à l'équilibre. Donc ça veut dire que la réaction est incomplète. Donc il reste des réactifs et des produits. Et donc on doit calculer un KC. Alors, pour calculer le KC, on met toujours les produits au-dessus et les réactifs en dessous. Mais il faut faire attention, il ne faut pas mettre les solides. Pas les solides. Donc les solides n'interviennent pas dans le calcul du KC puisque c'est un rapport de concentration et les solides ne sont pas dans la solution, donc n'ont pas de concentration, ils ne sont pas répartis dans le solvant. Et donc au sommet, je vais mettre les produits, mais avant, il faut peut-être penser à la pondérer. Donc si j'ai 2 nitrates, et on pondère quand on a des réactions entre des sels par bloc, commencez pas à pondérer les azotes et les oxygènes, ça reste des nitrates des deux côtés. Donc j'ai 2 nitrates, j'ai 2 chlorures, 2 chlorures, et donc 2 Ag, donc 1 CA, ça fonctionne. Première erreur à ne pas faire, ne pas oublier de pondérer. Ensuite mettre les produits au-dessus, et ne pas mettre les solides. Donc au-dessus, je mets la concentration à l'équilibre, c'est ça que signifient les crochets. La concentration à l'équilibre du nitrate de calcium qui est sous forme aqueuse, donc il a une concentration. Et en dessous, je mets les réactifs. Et les réactifs, c'est de l'AgNO3 sous forme aqueuse, donc il a une concentration. Et en exposant son coefficient et du CaCl2 aussi en concentration à l'équilibre. Alors, on a des informations sur le chlorure de calcium, le nitrate d'argent et le nitrate de calcium. On n'en a pas sur le solide, mais c'est normal. On n'en a pas besoin pour calculer le KC. Donc, ceux qui ne voient pas qu'on n'a pas besoin du solide, ils auraient peut-être répondu celle-là. Alors, pour calculer un KC, il faut des concentrations. Ce qu'on a, c'est des masses. Donc, il va falloir transformer nos masses en solides. Donc, je réécris en dessous de l'équation, peut-être compétence recopier, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez regarder par au-dessus, donc faire attention de ne pas trop perdre de temps. Alors, ce qu'on a comme info, c'est le chlorure de calcium, 11,1 g, le nitrate d'argent, 8,5 g, et le nitrate de calcium, 32,8 g. Donc ça, ce sont des masses. Alors, ce que j'ai besoin pour calculer les KC, c'est des concentrations. Et donc, quand j'ai des masses, pour aller aux concentrations molaires, je peux passer par le nombre de moles et j'ai aussi le volume de solution, on me le donne, 100 ml, 0,1 litre. Et donc je vais faire les deux trajets, donc de la masse au nombre de moles, je vais utiliser les masses molaires. Alors AgNO3, ça prend un petit peu de temps, c'est 108 pour l'argent, plus 14, plus 3 fois 16, sachez que vous n'avez pas de calcul, donc entraînez-vous à le faire de tête, et ça fait 170 grammes par mole. Pour le CaCl2, 40 pour le calcium, plus 35,5, c'est 2 fois, 35,5 fois 2, et donc j'ai une masse molaire de 111. Et pour le nitrate de calcium, où est-ce que c'est? Donc 40, plus 14 fois 2, plus 6 fois 16, et donc j'ai une masse molaire de 164 grammes par mole. Et on voit que c'est faisable de tête. Donc ici, on va avoir 0,1 mole, 11 grammes par rapport à 111 grammes. Ici, on a 0,05 mole, donc 8,5 c'est la moitié de 17. Et ici, 32 c'est le double de 16, et donc ici, on est à 0,2 mole. Donc c'est faisable sans calculette, mais il faut y croire. Après, on est obligé de passer aux concentrations, ne pas oublier. Donc le volume de solution, il est de 0,1 litre, pas 100 millilitres. Et on le fait pour tous. Donc le calcul que j'ai fait, c'était la masse divisée par la masse molaire, des grammes divisés par des grammes par mole pour obtenir des moles. Ici, je vais faire le nombre de moles divisé par le volume de solution pour avoir des moles par litre. Et donc quand je divise par 0,1, je fais x 10. Donc j'ai 0,5 molaire, j'ai 1 molaire et j'ai 2 molaires. Donc ça préfigure des calculs pas trop difficiles à faire. Et donc mon KC, maintenant que j'ai mes concentrations, et on me les donnait à l'équilibre. À l'équilibre, j'avais ces masses-là dans la solution.
Et donc, je n'ai pas à faire de problème stoichiométrique. Donc, le CaNO2, j'ai 2. Il n'est pas à mettre au carré. En dessous, j'ai 0,5 au carré et 1. Voilà, donc moi j'ai essayé de calculer calmement. Donc divisé par 1, on s'en fout. 2 divisé par 0,5, c'est comme si on faisait x2. Et encore divisé par 0,5, c'est encore x2. Donc c'est comme si vous faisiez 2 fois 2 fois 2. Ça fait 8. Donc la constante d'équilibre vaut 8. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir peur de s'attaquer à ce genre d'exercice en se disant il faut beaucoup de calculs, mais ils sont faisables. Ils sont conçus pour être faisables sans calculette. Exercice 12. Alors, ça c'est un problème stoichiométrique. On a une équation, elle est déjà pondérée, merci. Et on veut obtenir 0,3 mol et combien faut-il mettre des autres composants. Donc moi j'aime bien avoir l'équation proche de mon tableau d'avancement. Donc compétences recopiées, mais ça on peut sauter l'étape parce qu'on est pressé à l'examen. Plus 6 H2O. Et donc, j'aime bien mettre le temps, ce qu'on a au début, ce qu'on a à la fin, surtout quand on a des réactions incomplètes, mais ce n'est pas le cas ici, c'est une réaction complète. Donc on veut obtenir 0,3 mol de celui-ci. Combien de moles de chacun des autres faut-il indiquer? Donc pour obtenir 0,3 mol, le degré d'avancement a été de 0,3. Et tout le monde a suivi ce degré d'avancement. Ils sont tous dans le même bateau. Quand un décide de combien on va avancer ou reculer, tout le monde est pareil. Les réactifs, ils disparaissent. Les produits, ils apparaissent. Et donc à la fin, si j'ai exactement pris ce qu'il fallait en conditions stoichiométriques, et je crois que c'est ça dont on parle ici, j'avais besoin de 2 fois 0,3, donc 0,6, et j'avais besoin de 3 fois 0,3, donc 0,9 d'H2SO4. Donc 0,6 d'ALOH et 0,9 d'H2SO4. Alors, les familles, alcalin, alcalino-terreux et tout ça. Donc si on a un Z de 19, ça veut dire qu'on a 19 électrons et ils se mettent dans les couches. Alors, le tableau périodique fourni lors de l'examen ne contient pas les couches, donc il faut connaître la première couche a un maximum de 2 électrons, la deuxième couche a un maximum de 8 électrons, c'est les couches K, L, M, etc. Et donc ici, si on a déjà mis 2 et 8, ça nous fait 10, il nous reste 9, et la troisième couche peut contenir cela. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Mais par contre, dès qu'on est à l'octet, on commence à remplir une couche supplémentaire. Donc M en octet, et on continue à le remplir dans les métaux de transition. Donc à la ligne, puis compléter en métaux de transition. Donc quand vous répartissez 19 électrons, vous les répartissez comme ça. Mais je suis un petit peu bête de faire tout ce raisonnement-là parce qu'on a le tableau périodique avec les nombres atomiques, donc il suffit d'aller voir. Et on voit le numéro 19, c'est le potassium, et le potassium est dans la première colonne. Donc là, j'ai perdu du temps, mais voilà, ça pourrait peut-être servir. On passe en chimie organique. Donc en chimie organique, vous avez des fonctions, il faut connaître toutes les fonctions. Alors il y a des fonctions oxygénées, il y a alcool, il y a acide. Ça, c'est les fonctions que vous trouvez en bout de chaîne. Quand vous les trouvez en milieu de chaîne, l'alcool devient un éther et l'acide devient un ester. Ça, c'est quand il se déplace vers l'intérieur d'une chaîne carbonée. Après, vous avez les fonctions azotées, NH2, amine. Et à l'intérieur, elle devient amine secondaire ou amine tertiaire. Ça reste des amines. Alors, vous avez la combinaison des deux. Vous avez amine avec un CO, donc carboné et azoté. Alors ici, vous pouvez avoir des hydrogènes ou pas. Donc ça, c'est amide. Alors moi, je fais retenir à mes élèves en me disant qu'ils sont deux amis. Amide, il y a deux parties. Et amine, elle est toute seule. Ok, alors ici, nous avons CO. Il faut regarder à gauche et à droite, on a OH. Si on a CO tout seul, j'ai oublié celui-là, le CO tout seul. En milieu de chaîne, le CO tout seul, c'est une cétone. Et en bout de chaîne, le CO sans le OH, donc avec un H, c'est aldéhyde. Avec ça, je crois qu'on a fait le tour. Alors, acide, et on ne considère pas que c'est un... Donc surtout, ne jamais faire ça. Ne pas se dire qu'il y a une cétone et un alcool. Donc quand vous avez un CO, regardez à gauche et à droite, et ça fait partie de la fonction. Donc quand vous avez un CO,
ce qu'il y a à sa gauche ou à sa droite, ça fait partie de la fonction. Donc s'il est tout seul, il est tout seul, mais s'il y a un O, c'est un ester, s'il y a un OH, c'est un acide, s'il y a un H, c'est un amide, donc CO, il faut regarder à côté. Alors par contre, on a aussi ici une amine, et le CO n'est pas tout près. Donc il y a un carbone entre le CO et l'amine, donc c'est bien une amine séparée du CO, donc ce n'est pas un amide. Donc par contre, il n'y a pas de cétone, il n'y a pas d'alcool et il n'y a pas d'ester. Il y a amine et acide. On repart dans des réactions à l'équilibre avec des calculs de Cassé. Alors on a ici des informations sur ce qu'il y a au départ et on devra travailler sur le Cassé. Donc ici, on va devoir réfléchir au problème stoichiométrique entier. Donc on n'est pas avec juste une ligne. Et donc on a des choses virtuelles, on n'a pas le nom des molécules, mais ils ont des coefficients. Donc attention à la compétence recopier, ne pas en oublier au passage. Donc j'ai un certain nombre de moles qui va disparaître. Je vais avoir un certain nombre de moles à la fin et il faudra faire, donc à l'équilibre, il faudra faire attention de ne pas oublier de passer par le stade où on arrive aux concentrations à l'équilibre, et pas le nombre de moles. Ok, alors on y va pour faire calmement cet exercice et on va devoir travailler avec des choses virtuelles, donc des molécules qui s'appellent ABC et des quantités de matière qui s'appellent X. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on a 0,3 moles dans un litre. Ok, on peut même faire l'exercice avec les concentrations, ça va être plus simple. On a déjà les concentrations. Alors, quand est-ce qu'on peut faire un problème stoichiométrique avec les concentrations? Quand on a tout le monde dans le même pot et que c'est le même volume pour tout le monde. Alors, plutôt que de multiplier par le volume au départ et diviser par le volume à la fin, on peut vraiment faire un problème stoichiométrique avec des concentrations. Donc ici, on a 0,03 molaire au départ de A. Ok. Et c'est tout. Sachant que les réactions, dans des conditions stoichiométriques. Ça veut dire que si la réaction avait été jusqu'au bout, on n'aurait eu plus personne. Donc ça veut dire 3A plus 2B. Si la réaction avait été complète, dans les conditions stoichiométriques, si j'avais 0,03 moles, ben ça aurait disparu avec 0,01. Et donc l'autre, j'avais besoin de 0,02. Pour être en conditions stoichiométriques, c'est pas d'excès, pas de défaut. Donc ça veut me dire que j'ai 0,02 moles toujours dans le litre, donc 0,02 molaire de B au départ. Donc ça, je l'ai dans l'information dans des conditions, s'ils étaient présents initialement dans des conditions stoichiométriques. Ok, alors ils vont réagir en partie, et à la fin, on aura des produits, mais pas 100% de rendement. Et donc ce qu'on cherche, c'est le Kc. Alors je rappelle que le Kc, c'est toujours les produits, ici c'est C, en multiplication, pas d'addition, et les coefficients deviennent des exposants. Donc en dessous, on a les réactifs avec les coefficients d'exposants. Voilà. Alors pour pouvoir entrer les infos avec des X, il faut se dire au départ, j'ai 0,03. Et bien, ils vont disparaître avec une certaine quantité qu'on appelle le degré d'avancement. Et 3 fois ce degré d'avancement, celui-ci vont disparaître avec 2 fois ce degré d'avancement que j'aimerais bien connaître. Comme ça, je pourrais tout calculer. Ici, ce sera 1 fois le degré d'avancement. Et ici, ce sera 2 fois le degré d'avancement. Donc, je mets des moins quand ce sont des réactifs parce qu'ils disparaissent et des plus quand ce sont des produits parce qu'ils apparaissent. Et donc, tout le monde est dans le même bateau et tout le monde va avancer ensemble. Et donc, ici, je vais avoir à la fin 0,03 moins 3x. Ici, je vais avoir à la fin 0,02 moins 2x. Ici, je vais avoir x et là, je vais avoir 2x. Je remplace ça dans mon équation. Donc, je mets x fois 2x au carré. En dessous, j'ai 0,03 moins 3x au cube et multiplié par 0,02 moins 2x au carré. Alors, il faut faire 2x au carré. Donc, ça me fait x fois 4x carré. Donc, ça me fait 4x cube. Et là, je ne recopie pas, c'est la même chose. Je n'ai pas touché. Heureusement, je ne dois pas faire les distributions de ce machin. Je n'aurais pas su. C'est un peu trop loin pour moi. Voilà, donc 4x cube, il est là. Et il est du bon côté. Et les 3... Ah, ici, c'est pas bon. On ne retire pas 2. On retire 3. Donc ici, ça a l'air d'être le bon. Ouais. Donc, faire attention aux détails aussi, hein, même si on saute, pas sauter trop vite sur les réponses. Alors, il y en a qui vont dire, oui, les réponses les plus proches, c'est ceux-là. Donc, j'en élimine déjà 2, mais c'est très, très dangereux de travailler comme ça. On y va pour une 16e question.
Alors, encore des réactions de gaz. Alors, on a la réaction de CO avec O2 qui produit du CO2. Première chose à faire, réflexe, pondérer l'équation. On a 3 oxygènes à gauche et 2 oxygènes à droite, ça ne fonctionne pas. Donc, pour avoir un nombre pair d'oxygène, je double celui qui n'en contient que 1. Alors, les problèmes stoichiométriques, on vous a toujours appris de les faire avec les nombres de moles. Je viens de vous montrer qu'on pouvait le faire avec les concentrations. Quand on est dans le même volume, on peut aussi les faire avec les volumes de gaz. Parce que les volumes de gaz contiennent toujours le même nombre de moles de molécules. Et donc, travailler avec les volumes de gaz, c'est aussi un petit raccourci. Et donc, vous avez au départ, vous avez à la fin et la variation. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez 50 litres et vous avez 22,4 litres. Vous êtes en condition normale de température, donc vous êtes avec une mole. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous auriez un problème stoichiométrique avec excès. Donc, dans ce cas-là, on va calculer où veut aller celui qui a 50 litres. Donc, il veut aller... Donc, le calcul du degré d'avancement, on regarde toujours la variation du nombre de moles ou du volume ici, divisé par le coefficient. Donc la variation qu'on voudrait, on voudrait consommer les 50 et on le ferait par 2. Et donc ici, on aurait un degré d'avancement, il voudrait avancer de 25. Tandis que l'autre, on refait le même calcul. Ici, c'est 22,4 avec un coefficient de 1. Et lui, il ne veut avancer que jusqu'à 22,4. Et c'est toujours celui qui veut aller le moins loin qui sait emmener tout le monde. Et donc c'est lui qui va décider de faire avancer tout le monde de 22,4 et pas de 25, sinon O2 ne sait pas suivre. Et donc il va nous rester ici un excès. On ne va plus avoir de celui-ci. Et donc on va pouvoir produire de 22,4, 48,8 litres de CO2. 44,8 litres de CO2. On ne saura pas en produire 50 parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène. Donc ici, il est en défaut. Et c'est celui qui est en défaut qui décide, puisque c'est le premier qui va arrêter le train. Alors, des concentrations de différents ions à partir de sel. Alors, il faut vraiment se dire, quand on a une eau minérale avec plein d'ions, les ions viennent toujours de... Enfin, la solution doit être neutre au final. Et donc, il faut pouvoir combiner les ions positifs et les ions négatifs pour faire des sels qui sont dissous. Ils sont séparés, mais les ions doivent être apparus autant de plus que de moins. Alors, dans ces cas-là, il faut essayer de trouver ceux qui sont un peu en proportion, hein, et on peut aussi regarder les propositions qu'on fait. Alors, une des propositions, c'est de mettre du Ca avec du Cl. Ça, je crois qu'il y aura possibilité. Du K avec du Cl, il y a énormément de Cl, donc tout le monde peut aller avec Cl. Et Na avec CH3, C3H5O3-. Par contre, là, ça ne va pas fonctionner en entier. Ok, alors moi je propose de prendre celui qui en a le moins et aller chercher chez celui qui en a le plus. On a 2 ions possibles pour les négatifs et 3 ions possibles pour le positif. Ok, alors celui-ci, je crois que c'est celui, si on commençait par celui-là, on pourrait peut-être s'en sortir. Alors on voit qu'il doit aller entièrement chez quelqu'un. Donc si on le met avec le K, on n'a pas assez de K. Si on le met avec le Na, on a assez de Na. Ça, c'est possible. Donc, si on n'a pas assez de K, là, on n'a pas assez de Ca. Et donc, c'est une des 2 propositions ici. Donc, avec le Na. Donc, imaginons que celui-ci est allé avec le Na. Et donc, il a pris 0,029 au Na. Et donc, il reste 0,102 Na+ disponible pour faire d'autres molécules. Alors, ce qu'on propose, c'est de faire du Ca et du KCl. Et donc ici, il n'y a plus personne qui prend en charge le Na. Donc ici, il manque un sel pour Na. Donc la bonne réponse est déjà celle-ci, mais on va vérifier. Donc si Na va avec Cl, donc on va retirer... Et oui, Ca va aussi avec Cl et K va aussi avec Cl. Donc on va prendre tout ce qui reste de Na. Donc il reste cette fois-ci, je vais retirer 102, tout le Na qui va avec le Cl, il me reste 0,11 moins 2, 0,009. Ok,
OK. Alors, ça, c'est pour si je fais NaCl. J'ai déjà fait celui-là. CaCl, donc j'ai besoin de 2 Cl. Donc là, je vais encore retirer 0,04. Donc ça, c'est pour celui-ci. Il me reste 0,005 et c'est ce qu'il me faut pour le K. Donc ça tombe juste. Voilà, donc là, il faut prendre le problème un petit peu comme on le sent et regarder dans les propositions, je dirais, et alors vérifier qu'on sait utiliser tous les ions pour former tous les sels. Il faut que ça tombe juste. Alors, des grandeurs chimiques qui reprennent des choses assez anciennes. Donc le nombre d'atomes, c'est une écriture d'ailleurs de n à l'ancienne. 2 fois 10 exposant 23. Et alors pour trouver une masse, donc du nombre d'atomes, il faut passer par le nombre de moles pour arriver à la masse. Pour sortir du monde microscopique, on utilise le nombre d'Avogadro, et entre masse et mole, c'est masse molaire. Alors vous avez le nombre d'Avogadro, c'est toujours le même nombre d'atomes dans une mole, donc 6, 10 exposant 23 par mole, donc entité atome par mole. Donc ici c'est des atomes. Et donc pour avoir le nombre de moles, attention à l'opération, vous avez des atomes par mole. Donc il faut diviser, surtout pas multiplier. Et donc 2 10 exposant 23 divisé par 6 10 exposant 23, ça fait un tiers de mole. Et pour avoir la masse, il faut utiliser la masse molaire. Alors un tiers de mole, l'hélium c'est une masse molaire de 4, donc un tiers de 4 ça fait pas 2. La masse molaire de O2 c'est 32. Un tiers de 32, ça fait pas 8. L'aluminium a une masse molaire de 27. Un tiers de 27, ça fait bien 9. On vérifie pour le difluor. Il a une masse molaire de 38. Et donc, un tiers de 38, ça fait pas 19. Donc, alors, les équations redox. Alors, ça, c'est de la matière de 6e. On monte dans les années. C'est le plus frais pour ceux qui passent l'examen. Alors, pas très net comme écriture, mais on va y arriver. Et donc, il faut qu'il y ait une réaction redox. Redox signifie échange d'électrons, donc un changement de nombre d'étages d'oxydation, un changement de nombre d'oxydation. Alors quand vous avez du sodium qui est dans un sel, ça c'est du 1+, donc du plus 1 pour le sodium, du plus 1 pour le sodium, ça s'écrit dans l'autre sens. Le sodium n'a pas changé. L'hydrogène, il sera toujours plus 1. Le carbone, dans le CO3 ou dans le CO2, il pourrait avoir changé, donc l'oxygène est moins 2, le carbone est plus 4. Et dans le CO3, il faut prendre CO3 moins moins, et donc l'oxygène est moins 2, le carbone, donc on a moins 6, je ne sais pas quoi, est égal à moins 2, il est aussi plus 4. Donc on n'a pas de changement de nombre d'oxydation pour le carbone, et l'hydrogène et l'oxygène non plus, et les nitrates restent des nitrates, donc ça c'est pas une redox. Ça va? Donc, alors, c'est quoi comme réaction? C'est une réaction entre un acide et un sel basique, un sel ampholyte en fait. HCO3 pourrait être les deux. Et donc, dans ce cas-là, vous avez eu un échange de protons. Donc, l'acide HNO3 a donné son proton et est devenu la base conjuguée. Et ici, vous avez formé l'acide conjugué de HCO3, c'est l'acide carbonique qui se décompose. Donc, c'est une réaction acide-base ici. Alors la suivante, vous avez NO3 qui reste NO3, vous avez CR4 qui reste CR4 et vous avez les métaux qui restent les mêmes métaux. Donc là, c'est pas une redox, tout le monde reste avec ses groupements, avec ses associations avec l'oxygène, avec ses charges. Donc dans ce cas-ci, c'est plutôt des sels plus des sels qui donnent des sels et des sels. Donc pour moi, c'est une précipitation. Donc les nitrates sont toujours solubles, mais les sels d'argent sont certainement insolubles et donc on a une précipitation. Alors le suivant, avec des oxygènes et des associations d'azote différentes, ça pue la redox, mais il faut quand même vérifier. Donc avec l'oxygène, le NaO, tiens, il a il y a peut-être bien une erreur dans l'énoncé là. N2, N6, 6. Ouais. Non, l'erreur, elle est là. Donc ils ont peut-être mal recopié. J'espère que l'énoncé de départ était bon. Mais on a 2 Na, on a 6 oxygènes, et l'oxyde de sodium, j'ai jamais vu NaO, c'est toujours Na2O, donc il y a une erreur dans l'énoncé. Et j'espère qu'elle était vue avant, donc ici on a un sodium qui est plus 1, comme tout le temps, le sodium
Il peut être 0 ou plus 1, mais pas autre chose, à moins qu'on ait des nitrures d'azote pour faire, des nitrures de sodium pour faire de l'airbag, mais voilà. Alors, dans NO3- et N2O5, est-ce que l'azote a changé de nombre d'oxydation? Alors, dans N2O5, le nombre d'oxydation de l'azote, il est de je sais pas quoi, 2 fois je sais pas quoi, moins 10 doit être égal à 0, et donc c'est plus 5. Dans cette partie-ci qui est NO3-, je sais pas quoi, plus 2 fois moins 2, donc 3 fois moins 2, donc plus moins 6, doit être égal à moins 1, donc il est aussi à plus 5. Donc même si ça pue la redox, parce que donc c'est pas une redox. Ça, c'est des combinaisons d'oxyde acide et d'oxyde basique. Donc quand vous avez un oxyde AXO qui peut donner HXO, c'est un oxyde acide, et un oxyde basique, MO, vous pouvez faire un sel. En fait, vous pouvez d'abord faire un acide, HXO, quand vous mettez dans l'eau, une base MOH quand vous mettez dans l'eau, et ça peut se neutraliser en sel plus de l'eau. Donc, ce n'est pas une redox. La dernière, c'est, je crois, une belle redox. On la voit très très vite. Le cuivre est à l'étage neutre, métallique, et ici, le cuivre est sous forme de sel, et donc il est sous sa forme ionique, avec l'azote qui a une valence de 1. Alors les nitrates ici, ils sont devenus des NO2. Donc nitrate, on a déjà calculé plus haut que c'était l'azote à l'étage plus 5. Et dans NO2, l'azote, il est à l'étage plus 4. Et donc on a bien ici un passage de nombre d'oxydation dans les deux sens. Celui-ci est en train de prendre des électrons pour neutraliser un de ces plus. Et l'autre est en train de donner des électrons quand il devient chargé. Donc pour les redox, je peux passer un peu plus de temps. Donc celui qui prend des électrons, il est oxydant, l'oxydant prend. Celui qui perd des électrons, il est réducteur, le réducteur perd. Et si on doit savoir le nom de la réaction, quand on prend des réactions, on fait plus des électrons, et donc on est dans une réduction. Et quand on fait moins des électrons, on est dans une oxydation. C'est la lettre O et la lettre U qui donnent le nom. Et donc un oxydant provoque l'oxydation de son voisin, un réducteur provoque la réduction de son voisin. Un réducteur devient un oxydant conjugué, et un oxydant devient un réducteur conjugué, mais ici, il fallait juste repérer qu'il y avait redox, et donc qu'il y avait changement d'oxydation. Alors, on va regarder la pondération de la combustion du fer, en fait, ou l'oxydation du fer qui peut se passer lentement. On a formé de la rouille ici. Il faut 2 fers, et il faudra plus que 2 fers, parce qu'on a un nombre impair ici, donc il faut doubler pour avoir un nombre pair. Et donc, on va avoir 4 fers et 6 oxygènes. Et donc, les coefficients stoichiométriques entiers, donc on n'avait pas le droit de faire des fractions. Et donc, 4 plus 3 plus 2, ça fait 7, ça fait 9.